Bon, donc nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Sandro Gozzi, donc, qui est député européen depuis 2019 sur la liste Renaissance. On va revenir à l'histoire tout à l'heure. Il est depuis 2021 secrétaire général du Parti démocrate européen, PDE, le troisième parti en nombre du Parlement européen. Alors, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de la jeunesse de Sandro, mais il faut que vous sachiez qu'il a une triple culture. Il est d'Émilie-Romagne, donc il a un master de l'université de Bologne. Il a un DEA de relations internationales à Sciences Po Paris, où on m'a dit qu'il avait noué des amitiés durables. Il étudie aussi la macroéconomie à l'École d'économie et de sciences politiques de Londres. Au début de sa carrière, il fait partie du cabinet du président de la Commission, à l'époque, Romano Prodi, avant d'être nommé conseiller des affaires européennes du président du Conseil italien. En 2006, il est élu député d'Ombrie. Vous connaissez l'Ombrie, la terre de Saint François d'Assise. Il est réélu, il faut dire ça elle le sait, bien sûr, Giorgia Meloni. En 2006, il est élu député d'Ombrie. Bon, il est réélu en 2008 et en 2013. En 2013, il devient vice-président de l'Assemblée du Conseil de l'Europe, puis dans le gouvernement de Matteo Renzi, il est secrétaire d'État à la présidence du Conseil des ministres et délégué aux affaires européennes. Il préside depuis 2018 l'Union des fédéralistes européens et en 2019, il rejoint Italia Viva, le parti de Matteo Renzi, justement. En France, il est élu en 2019 sur la liste République en marche aux élections européennes dans des circonstances particulières, puisque grâce aux places libérées à la suite du Brexit. Donc il dit merci le Brexit. Il entre brièvement en 2021 dans le gouvernement d'Édouard Philippe. Il y pilotait un groupe de travail en vue des élections présidentielles de 2022. Il siège donc au Parlement européen, au sein du groupe parlementaire Renew, et le 5 mai 2021, dans des circonstances dramatiques, parce que nous la connaissions bien, il succède à Marielle de Sarnez, avec laquelle il avait coécrit un livre en 2014 qui s'appelait L'urgence européenne, comme secrétaire du PDE au Parlement. Et mon petit doigt me dit que l'aventura n'est certainement pas finie. Au cas où cela vous tenterait, un petit rappel de qui peut être candidat aux élections européennes. Tout citoyen d'un État membre de l'Union européenne, âgé de 18 ans, révolu, domicilié ou résident en France, depuis plus de 6 mois, et jouissant du droit d'éligibilité dans son pays d'origine. Donc, si on a toutes ces caractéristiques, on peut se présenter aux élections européennes en France ou dans n'importe quel autre pays de l'UE, sous réserve quand même de ne pas exercer certaines fonctions ou mandats incompatibles. Voilà qui nous accueillons ce soir. Alors on va aborder le thème de cette réunion ou de cette conférence de ce soir, qui est la politique européenne de l'Italie. Le gouvernement récemment élu de l'Italie, troisième puissance économique en Europe, est présidé par la romaine, personne n'est parfait,
Giorgia Meloni, qui a choisi, il faut le dire, dès le début, une voie compliquée. Certains diraient byzantine, entre une fidélité à ses engagements vis-à-vis de l'Europe et de l'OTAN, le maintien d'une part élevée de son commerce avec les grands pays européens, dont la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, une très difficile transition énergétique, très difficile pour son industrie, du fait de sa dépendance au gaz russe et des liens historiques qui existent entre, d'ailleurs, le groupe Eni et ce pays. Elle a, jusqu'à présent, réussi à préserver tant bien que mal les accords du Quirinal, de coopération renforcée avec la France. Et dans le domaine migratoire, elle a mis en place une politique plus restrictive du fait de la déferlante qui continue à l'affecter. Vous savez encore ce qui s'est passé la semaine dernière. L'Italie a un système bancaire très particulier, en ce sens que ce sont des banques privées qui détiennent la dette publique, et je pense que vous nous direz ce que ça peut poser comme problème compte tenu de ce qui est en train d'arriver aux banques, à certaines banques à l'heure actuelle. Et puis, elle est confrontée à des choix cornéliens poussés par la BCE et par la Commission pour endiguer un endettement qui est encore plus élevé que le nôtre et un déficit public encore plus élevé que le nôtre. Et puis, j'allais dire enfin, elle a pris des engagements que je vous rappelle, Dieu, famille, patrie, qui à nous, Français, nous rappellent quelqu'un, en tous les cas. Bon. Notons aussi, aujourd'hui on est dans un jour particulier du fait de du 49.3 sur les retraites, que le gouvernement italien n'a pas remis en cause la retraite à 67 ans. Alors que nous savons tous, enfin nous savons que le système de retraite, qui est pourtant hybride, est tout près d'imploser. Après 6 mois au gouvernement, que peut-on espérer du gouvernement de la première ministre Meloni? Donc, Sandro va nous éclairer là-dessus. Et moi, ma première question, et ça sera la seule, c'est: et si Machiavel était une femme aujourd'hui? Voici, je passe la parole à Élise, qui va vous poser un certain nombre de questions. Donc, je vous remercie de procéder vers l'estrade. Merci. Bonsoir et merci beaucoup d'être parmi nous pour parler de politique européenne italienne. Donc, pour commencer cette conférence, la première question que je vais vous poser, c'est quels sont les rapports entre l'Italie et l'Union européenne, ainsi qu'avec les principaux pays de celle-ci? Bon, tout d'abord, merci. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir aidé ici. J'ai vécu, jusqu'à il y a 3 mois, je vivais rue Jacob, ici à Orange Jacob, mais j'ai jamais été dedans ici. Donc, c'est un très beau bâtiment, une très belle salle. Et donc, je me réjouis de parler d'Europe avec vous. Et vous avez invité quelqu'un qui est un opposant total de Giorgia Meloni. Donc, moi, je ne vais pas vous dire que je vais vous parler en tant qu'analyste, en tant que professeur des droits européens. Je vous parle en tant qu'opposant et à Rome et à Bruxelles. C'est pour ça, la prochaine fois, vous allez inviter quelqu'un du parti de Giorgia Meloni pour... Non, je peux pas faire semblant. En plus, elle me déteste, donc c'est bien. Je veux dire, vous avez vraiment bien choisi si vous voulez avoir les regards des Européens à Rome et à Paris, à Bruxelles. Et votre question je pourrais répondre en 3 heures. Dans le sens que
je veux dire, c'est une question très large. Quelles sont les relations entre l'Italie et Giorgia Meloni et les partenaires européens? Tout d'abord, de quels partenaires parle-t-on? On parle des partenaires traditionnels de l'Italie ou on parle des nouveaux partenaires que Giorgia Meloni a choisis? Ça, c'est la première contre-question que je vous pose. Évidemment, vous pensez aux partenaires traditionnels, je suppose, en étant ici à Paris. Et il n'y a pas de relation entre Giorgia Meloni et les partenaires traditionnels. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation entre le gouvernement italien et le gouvernement français. Bruno Le Maire était il y a 2 semaines à Rome et a fait des rencontres positives avec ses homologues, parce qu'à Rome, ce n'est pas tout concentré à Bercy, donc avec les ministres de l'Industrie et la ministre de l'Économie et des Finances, D'Urso et Giorgetti, les premiers farouchement anti-français, mais quand même ministres d'un gouvernement, et donc il sait bien où sont les intérêts aussi du pays. Il y a une bonne relation pour le moment, des coopérations entre les Cornus et Crosetto au niveau de la défense, surtout que l'Italie et la France sont en train de travailler, de coopérer dans le domaine de la défense, notamment pour les aides aux Ukrainiens. Mais entre Giorgia Meloni et Emmanuel Macron, il n'y a pas de relation, on va y revenir. Il y a très peu de relations, même si Giorgia Meloni a fait une de ses premières visites à Berlin, entre Rome et Berlin en ce moment. Elle a de très bonnes relations avec les premiers ministres polonais. Elle a de très bonnes relations avec les premiers ministres tchèques. Voilà. Je crois que d'avoir répondu en grande synthèse un thème que j'aurais pu développer pour toute la soirée. Mais ce n'est que le début, je suppose. Oui, non, c'est que le début. Du coup, pour parler du sentiment européen et de l'Europe en Italie, est-ce que, selon vous, pouvons-nous affirmer que d'un point de vue historique, l'Union européenne est un moteur de l'unité italienne, en englobant l'unité linguistique, politique, religieuse et économique? L'Union européenne est un moteur de l'unité italienne. J'en suis pas sûr. L'unité italienne est récente, comme elle est récente l'unité allemande, mais l'Italie existait avant l'unité italienne, mais puisque par la langue et la culture. Je crois qu'un des grands pères fondateurs de l'Italie, ça s'appelle Dante, et avec la Divina Commedia. La relation de l'Italie avec l'Union européenne, ce n'était pas une relation dans laquelle l'Union européenne aidait à l'unité italienne. Il y avait une relation de plusieurs types. Tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, c'était une relation des gens véritablement très éclairés qui ont inventé l'Europe. Parce que bon, l'Europe a été inventée par des gens comme Robert Schuman, Alcide de Gasperi et Konrad Adenauer, des démocrates chrétiens qui se parlaient en allemand entre eux. Parce que Robert Schuman connaissait l'allemand pour les raisons que vous savez. Alcide de Gasperi parlait allemand pour des raisons que peut-être vous ne savez pas. Qu'il est né autrichien. Il est né dans l'Empire austro-hongrois. Et sa première élection était en tant que représentant de la minorité italienne dans le parlement de l'Empire austro-hongrois. Et Konrad Adenauer parlait allemand parce qu'il était allemand. Et donc, l'Italie a vécu l'Europe comme les lieux où c'est réinventer, c'est reconstruire et tourner la page du fascisme. Mais comme vous allez voir cette soirée, la page du fascisme n'a jamais été tournée. Si les présidents du Conseil, parce qu'elle ne veut pas qu'on l'appelle la première ministre, hein, elle veut qu'elle signe les présidents du Conseil. Giorgia Meloni, les présidents du Conseil. Donc, disons, les présidents du Conseil, la devise du président du Conseil, c'est Dieu, famille, patrie, vous l'avez bien rappelé. Donc, vous voyez que la page du fascisme, disons, pas du fascisme, mais des références fascisantes n'est pas complètement tournée en Italie. Mais donc, l'Italie a inventé l'Europe avec la France, avec l'Allemagne, avec d'autres pays, et avec des leaders comme Alcide de Gasperi. Après, les Italiens, pour longtemps, ils étaient tellement insatisfaits de la classe politique italienne, de l'administration italienne, etc., qu'ils regardaient l'Europe plus comme un facteur d'unité, comme un lieu où au moins les choses allaient un peu mieux. Donc, il vaut mieux faire travailler ces Européens ensemble que laisser tout concentrer au niveau de l'État italien, parce que l'État italien ne marche pas. Donc, c'était un peu...
Et pour longtemps, l'Union européenne a été vécue par l'Italie comme inutile, une très utile contrainte extérieure. Dans le sens que, face au dérapage de l'administration et d'une partie de la classe politique, le fait d'avoir des engagements très fermes inscrits dans les traités au niveau européen, qu'il s'agisse du marché unique, qu'il s'agisse après de tous les parcours que l'Italie, comme la France, comme d'autres pays, ont dû suivre pour créer l'euro, créer l'union monétaire. Vous savez, c'est toute une série de contraintes, d'engagements, etc., qu'on appelait en Italie la contrainte extérieure. Et de ce point de vue, l'Union européenne a été vécue pour une bonne période comme une contrainte extérieure très utile, très encourageante. Mais ça, aujourd'hui, ça a complètement changé. Aujourd'hui, il y a un sentiment de déception, de défiance ou farouchement anti-européen dans une bonne partie de l'opinion publique. Autrement, vous n'expliquerez pas les succès des nationalistes et populistes sous différentes formes. Mais ce sont des électeurs qui bougent entre les 5 étoiles, la Lega de Matteo Salvini, l'allié du Rassemblement national de Marine Le Pen et les Fratelli d'Italia. Ce n'est pas que les électeurs augmentent, mais il y a un bloc d'électeurs qui ont choisi la voie nationaliste et anti-européenne et qui passent d'un mouvement à l'autre et qui passent du mouvement qui, dans la période de l'élection, ils se montrent comme les plus anti-européens. Donc, 5 étoiles, après la Lega, maintenant Fratelli d'Italia, et ceci a fait en sorte que du 4%, Fratelli d'Italia aujourd'hui dans les sondages, il a fait 25% aux élections, dans les sondages 30%, mais Salvini qui avait fait 34%, aujourd'hui est 7%. Les 5 étoiles qui avaient 33%, aujourd'hui sont à 14%. Vous voyez que c'est un bloc d'électeurs et c'est un gros problème démocratique et européen parce qu'on n'arrive pas à convaincre au moins une partie de ces blocs d'électeurs que les recettes qu'ils achètent sont empoisonnées. Et ils ont l'air bien, ils ont l'air libératrices, mais c'est du vrai poison pour les pays. Mais du coup, comment essaye-t-on de combattre l'euroscepticisme, ce bloc-là dont vous parlez en Italie? C'est bien, parce que je pourrais vous poser la même question en France. Comment vous battez en France contre France Insoumise plus Rassemblement National? Parce que finalement, les blocs sociologiques et les blocs électoraux, ça correspond en très bonne partie, pas complètement, mais en très bonne partie entre l'extrême droite italienne et le Rassemblement National et une partie des 5 étoiles et l'extrême gauche italienne et les discours de la France Insoumise. Et si vous regardez les pourcentages et vous mettez ensemble l'extrême droite et l'extrême gauche en France, vous avez un bloc sociologique qui n'est pas en nombre, pas très différent de celui italien. Quelle est la différence? Je vous réponds comme ça. Quelle est la différence entre la France et l'Italie? C'est les systèmes parlementaires et c'est les systèmes électoraux et les systèmes présidentiels. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Les problèmes sont les mêmes. Et on a dans les deux pays un problème à convaincre que l'Europe, ce n'est pas les lieux où on crée les problèmes, mais c'est les lieux où on peut trouver les solutions. Et on ne peut plus les faire avec uniquement un élan, des très fortes convictions, comme la personne qui vous parle. Je suis un Européen archi convaincu. Il faut les faire en mettant l'accent surtout sur l'Europe des solutions concrètes. Et sur un effort politique qui devrait amener pas seulement les députés européens, mais les maires, les conseillers municipaux, les élus territoriaux, etc., toujours à porter, eux, en premier, les bienfaits, les avantages de l'intégration européenne. Pour cela que même des questions symboliques et visuelles, comme un gros drapeau européen du moment où on fait une intervention grâce au Fonds de développement régional, aide au niveau territorial à dire l'Europe est ici pour apporter des solutions. Donc il y a un côté
une approche, disons, qui doit être très concrète, très pragmatique, faire savoir les solutions que l'Europe apporte et qui sont très méconnues par les Italiens comme pour les Français, très méconnues. Ne fût-ce parce que pour des années, même au niveau régional, on n'a jamais dit qu'est-ce qu'on faisait à travers l'Europe. Et après, il y a un discours qui doit être très simple, très direct, où on doit montrer, et on doit montrer aussi en Italie, que, évidemment, il n'y a pas de grands pays. Et c'est les nationalistes qui veulent retrouver une grandeur nationale, si jamais on a eu une grandeur nationale. C'est un discours empoisonné parce qu'il n'y a pas de grands pays. Il y a des pays petits qui savent qu'ils sont petits et des petits pays qui ne savent pas encore qu'ils sont petits tout seuls. C'est ça. Et donc, il faut montrer que les solutions proposées par les nationalistes sont impossibles et donc il faut maintenant travailler sur toutes les incohérences. Donc la réponse à votre question, c'est montrer les bonnes solutions européennes, des projets de développement territorial à la guerre en Ukraine et en même temps rappeler constamment au quotidien toutes les incohérences des nationalistes et tous les mensonges que les nationalistes ont dit pour arriver au pouvoir. Giorgia Meloni voulait sortir de la zone euro. Giorgia Meloni, dans un débat télévisé, regardez dans les réseaux sur YouTube, il y a Roberto Saviano, que tout le monde vous connaissez, il a publié une vidéo de mon débat avec Giorgia Meloni dans les premières émissions politiques italiennes. Et dans ces débats, on était dans la crise migratoire, et je disais que c'est très bien de travailler avec les pays d'origine, sans doute il faut lutter contre les trafiquants des êtres humains, mais j'ai demandé à Giorgia Meloni, d'accord, très bien, tout ce que tu dis, on est d'accord, mais quand ils sont dans la mer, quand ils ont réussi à dépasser les contrôles, etc., ils sont dans la mer, ils sont en train de se noyer, qu'est-ce que tu fais? Tu les laisses noyer, tu veux tous les tuer? Et regardez la vidéo, elle dit, oui, tu défends la patrie pour laquelle tu es élu. Ça, c'est Giorgia Meloni. Évidemment, aujourd'hui, dire ça donne si vous pensez à la tragédie qui s'est passée il y a 2 semaines en Italie avec le gouvernement, évidemment, aujourd'hui, elle ne dit pas la même chose. Elle dit, vous ne pensez pas que le gouvernement italien a voulu faire noyer 76 personnes. Peut-être que non, mais sa culture et l'approche politique, c'est celui-là. Et regardez la vidéo, parce que moi, je l'ai même sous-titrée en français, elle est terrifiante. Si vous regardez cette vidéo, avec après les images des morts en Italie, il y a 2 semaines, avec elle au gouvernement. Il faut rappeler que finalement, elle voyait Viktor Orban comme un modèle, elle voyait Steve Bannon, vous savez Steve Bannon, les Trumpistes, comme un modèle. Elle voulait aller à la convention de Trump, elle n'a pas réussi à y aller, dommage pour elle, elle n'a pas eu la bonne invitation, elle n'avait pas les bonnes tuyaux. Il faut donc rappeler, je ne suis pas en train de caricaturer, hein. Il faut maintenant, de façon très simple, parce qu'on n'est pas tous ni anciens de Sciences Po, ni inscrits au mouvement européen de Paris, il y a des gens qui ne connaissent pas l'Europe. De façon très simple, il faut montrer toutes les incohérences des populistes, y compris celles que vous avez rappelées sur la réforme de la retraite. Là, j'ai eu la chance, par contre, sur BFM, de faire un débat avec quelques députés de l'opposition ici à l'Assemblée à Palais-Bourbon sur les retraites, qui disaient que sans doute
la réforme était catastrophique, tous les discours que vous connaissez. Et je lui ai dit à cette représentante, c'était de l'opposition, et c'est familier votre discours. C'est exactement le discours que les oppositions tenaient quand on défendait au Parlement, j'étais parlementaire avec Mario Monti, on défendait la réforme des retraites en 2013. Petit détail, les nationalistes qui faisaient les discours que vous faites ont été 2 fois, 3 fois maintenant au pouvoir et n'ont pas jamais touché la réforme des retraites. Ils ne sont jamais revenus en arrière. C'est comme ça qu'on doit combattre, selon moi, les populistes. Et donc, c'est un travail de longue haleine. Je n'ai pas la baguette magique pour répondre à votre question. Mais du coup, n'y a-t-il pas, avec cette élection de l'extrême droite, un risque de contagion en Europe, comme parle Dominique Moisy de l'Institut Montaigne? Oui, sans doute, disons, c'est ça. Alors là, par contre, j'ai fait un peu plus l'analyste. Sans doute, ça pose problème. Ça pose problème que pour la première fois, dans un grand pays fondateur, qui est la 3e économie en Europe, mais c'est la 2e puissance industrielle en Europe, après l'Allemagne, et qui est quand même, comme la France, un membre du G7, un membre du G20, qu'il y ait l'extrême droite pour la première fois au pouvoir, l'extrême droite des dieux, patrie, famille, c'est sans doute pas seulement une question qui nous interroge, mais un problème. Un problème parce que finalement, on ne peut pas souhaiter que tout aille mal en Italie. Parce que l'Italie, c'est un grand pays et c'est pas à des Européens comme vous que je dois rappeler que si ça va mal chez les voisins, ça risque d'aller un peu moins bien aussi chez nous. Donc, d'un côté, il est difficile de souhaiter qu'elle échoue. De l'autre côté, le plus on travaille avec elle et le plus a de bons résultats, le plus c'est que on appelle en France les cordons sanitaires, qu'on appelait en Italie en latin conventio ad excludendum, un pacte entre les partis républicains pour exclure l'extrême droite à l'époque, les ancêtres de Giorgia Meloni et l'extrême gauche et le Parti communiste. Tout ça, évidemment, ça s'affaiblit énormément. Et sans doute, si on parle de la France, il y a une autre dame blonde, un peu plus âgée de Giorgia Meloni, un peu plus grande, qui sans doute, elle peut bénéficier et peut tirer un bénéfice d'un succès gouvernemental de Giorgia Meloni. Il est clair que les Polonais sont bien heureux d'avoir la présidente de leur parti européen, parce que Giorgia Meloni, jusqu'au mois de mars, jusqu'à la fin du mois de mars, elle sera la présidente des European Conservative and Reformists, les partis de la droite dure, dans laquelle ils participent Vox, les Espagnols de Vox, les démocrates suédois, les partis du PiS, des Kaczynski. Il est clair que avoir la présidente de leur parti qui devient président du Conseil. Et en Italie, ça renforce la mouvance nationaliste. Donc je ne sais pas si on a fait des contagions, c'est sans doute une mauvaise nouvelle pour les pro-européens et pour ceux qui se proposent un modèle alternatif à l'extrême droite. Ça, c'est une réalité avec laquelle on a affaire aujourd'hui. Ok. Et du coup, pour parler de projets entre l'Italie et les pays transnationaux, les difficultés liées à l'achèvement du projet Lyon-Turin sont-elles le signe de mécontentement historique entre la France et l'Italie? Lyon-Turin, non, sur le Lyon-Turin, les problèmes, c'était les 5 étoiles, c'est pas l'extrême droite. Matteo Salvini, qui est ministre des Transports, a rencontré il y a 2 mois, en marge du Conseil des Transports à Bruxelles, Clément Beaune. Il lui a confirmé, comme il a fait à la presse, donc je ne vous dévoile rien de confidentiel, que pour lui, la Lyon-Turin, c'est une grande priorité, parce qu'en plus, pour
pas seulement pour le nord de l'Italie, mais notamment pour le nord de l'Italie, c'est un projet très important. Et aujourd'hui, je dirais que les incertitudes sur la Lyon-Turin ne sont pas du côté de l'autre des Alpes, sont plutôt du côté de Lyon et de Grenoble et du côté français. Et on s'inquiète en Italie parce qu'on voit, avec tous les problèmes qu'il y a, les ralentissements sur les voies d'accès secondaires à la Lyon-Turin, qui font partie du projet français. Ça s'est inversé. Avant, avec les 5 étoiles, c'est l'Italie qui traînait les pieds et la France qui avançait. Maintenant, c'est plutôt les Italiens qui ont accéléré les travaux et les Français, pour des questions, disons, des divergences au niveau local, on a l'impression, on s'inquiète du côté pour les maintiens du rythme, du calendrier du côté français, mais moi j'espère que ça s'efface très vite parce que c'est un axe pas seulement fondamental pour la France et l'Italie, mais fondamental pour une bonne partie du marché unique européen. Du coup, autre question par rapport à l'actualité du fait que l'Allemagne a montré son opposition sur la volonté sur l'interdiction des voitures thermiques en 2030, et on sait que l'Italie aussi a montré son opposition face à cela. L'Italie n'a-t-elle pas à perdre de s'opposer à cette interdiction des voitures thermiques avant 2030? Là, c'est une question très difficile parce que on a même eu les mêmes problèmes. On a parlé beaucoup des autos et des voitures 2035, mais il y a aussi les mêmes problèmes sur la directive qu'on a adoptée en première lecture au Parlement européen sur l'efficience des bâtiments, où on prend l'engagement 2025, 2030, 2035, 2040, de mettre en norme, de rendre efficient du point de vue énergétique tous les bâtiments, etc. Ça aussi rencontre l'opposition de l'Italie pour la même raison un peu des voitures. Et la question, c'est, on doit s'interroger sur les questions ouvertes, les questions qu'on laisse ouvertes quand on s'engage dans ces processus. Moi, je suis totalement convaincu que la transition écologique, soit avec la transformation numérique, sont les 2 marches du siècle, sans doute. Mais là, on a adopté une directive, moi j'ai voté en faveur, mais je n'ai parlé longuement dans notre délégation, dans laquelle on dit que tous les bâtiments, pas seulement les bâtiments publics, donc doivent disons, changer de façon, faire d'autres choix énergétiques si les choix énergétiques ne sont pas durables. Mais on n'a pas mis noir sur blanc qui va payer pour ça. Et c'est une faute de Frans Timmermans et de la Commission européenne majeure. Vu du point de vue italien, les 80% des Italiens sont propriétaires. En Italie, acheter sa maison, qu'il soit un petit appartement de 40 mètres carrés, qu'il soit une grande villa de 300 mètres carrés dans les quartiers huppés de Rome et les Parioli, pour les Italiens, acheter la maison, c'est le but. C'est le but de la famille, c'est le but du ménage. Et on n'a pas expliqué, et moi j'ai demandé à mes collègues qui suivent ça, donnez-moi une fiche où on peut identifier quels sont les financements possibles européens et nationaux. Mais d'adopter un acte comme ça, de pousser ça, et ne pas spécifier que ce n'est pas les ménages qui vont payer ça. Ou alors qu'il y a la possibilité de donner des crédits d'impôt. C'est une faute majeure. Du moment où on a au gouvernement dans un pays fondamental pour l'Europe comme l'Italie, un gouvernement nationaliste, de laisser ça, on risque avec cette approche d'avoir des phénomènes genre gilets jaunes à l'énième puissance. Et donc, je crois que là, il y a des erreurs. Sur les voitures, l'Italie, d'après moi, c'est une erreur. L'opposition italienne
l'opposition italienne aux voitures. Comme c'est une erreur, c'est l'allemande. Mais je crois que la solution, ça pourrait être prendre un peu plus de temps pour la transition. Et parce que la question, ce n'est pas si on doit faire ça, mais quel est le calendrier. Sans doute, on fait bien de faire des choix très clairs. Parce que les industriels ne sont pas comme les nationalistes au pouvoir. Ils savent la direction où on va, où le monde doit aller. Ils ont besoin de certitudes, ils ont besoin de savoir. Alors, à partir de ce moment-là, on change de méthode de production. Et donc, j'organise mon entreprise, j'organise ma recherche et ma technologie, j'organise mon plan d'investissement en sachant que 2035 ou 2030 ou 2040. Donc, je crois qu'on a bien fait. Et l'Italie et l'Allemagne veulent gagner du temps. En plus, les Italiens se font des illusions parce que sur les exceptions que l'Allemagne demande, c'est pas nécessairement les mêmes. Mais c'est difficile de dire. C'est pas une question de raison ou tort. C'est une question de ne pas prêter les flancs à la propagande nationaliste du moment où on fait des choix des sociétés qui vont impacter la vie de tous nos citoyens. Et moi, je crois que c'est une erreur. En France, ça change pas grand-chose parce qu'avec MaPrimeRénov', les fonds, etc., ça change pas grand-chose par rapport à ce qui est déjà prévu en France. Mais ce n'est pas une bonne raison pour ne pas indiquer les choix clairs de qui va payer cette transition écologique. Si nous pensons que nous allons gagner la cause européenne en disant l'Europe indique cette transition écologique et c'est vous, les petits revenus, les ménages qui ont 2 000 euros, ils sont 4, qui doivent payer pour la conversion écologique de leur appartement dans la banlieue de Rome, c'est sûr qu'ils vont être abonnés au vote pour Giorgia Meloni, c'est là. Donc vous voyez, je crois qu'il faut descendre un peu sur terre parfois, du moment où on fait des choix importants, qui sont détournants et qui doivent être accompagnés. Donc de ce point de vue, j'espère qu'un accord pourra être trouvé, j'espère que ce ne sera pas bloqué, mais j'espère que la prochaine fois, on aurait quelqu'un un peu plus adroit par rapport à Frans Timmermans, qui va s'occuper des transitions écologiques dans la nouvelle commission. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. On va passer aux questions du public. Donc si quelqu'un a une question, vous pouvez lever la main et on vous donnera le micro. Qui voudrait prendre la parole? Oh, il y a du monde. Bonsoir, Monsieur Gozzi. J'aurais une question pour vous. Je voulais demander votre avis sur la nouvelle secrétaire du Parti démocrate italien, Elly Schlein, secrétaire du Parti démocrate. Elle semble, le choix des électeurs du Parti démocrate semble avoir complètement refusé la ligne Renzi. Donc, je voulais demander votre avis sur ça. Bonne chance, moi j'ai dit bonne chance à Elly Mélenchon Schlein. Bonne chance. Moi je connais bien Elly Schlein, je lui souhaite beaucoup de succès et je la remercie pour la clarté. La nouvelle secrétaire du Parti démocrate a fait un choix tout à gauche, légitime, qui n'a rien à voir avec la tentative qu'on a fait quand on a créé le Parti démocrate, qui voulait être un parti avec comme on disait, avec une vocation majoritaire et qui unissait les pro-européens au centre et à gauche, les anciens du Parti communiste, des partis socialistes, les anciens démocrates chrétiens, quelques libéraux. C'est ça le Parti démocrate, tel qu'il avait été conçu par Romano Prodi et par Walter Veltroni. Ces projets a atteint son maximum en termes de succès électoral quand nous étions au gouvernement et aux élections européennes de 2014. Parce qu'avec Matteo Renzi, les diables, pour Elly Schlein, qui a été élue parce qu'elle était mise dans la liste par Matteo Renzi, 2014, parce qu'on voulait mettre des jeunes, surtout des jeunes hommes et femmes, mais surtout des jeunes femmes, on n'a mis que des femmes en tête de liste,
On voulait promouvoir des jeunes femmes. On a eu 41%. 40,8%. Les plus hauts niveaux atteints par les centres-gauche italiens depuis la République italienne. Walter Veltroni, en 2008, avait fait 33%. Et Enrico Letta, qui devait sauver l'Italie et sauver les partis démocrates, a été un désastre sur toutes les lignes et a fait 18%. Mais ceci dit, apparemment, les problèmes du Parti démocrate, c'était Matteo Renzi. Les électeurs ont dit une autre chose. Mais les noyaux durs, surtout anciens communistes du Parti démocrate, ne nous a jamais ressentis comme légitimes. On était des intrus. Et donc, maintenant, ils ont fait un choix. Mais moi, je les remercie pour la clarté. Parce que je crois que ce projet a échoué. S'ils arrivent avec une ligne gauche-gauche à reprendre des voix que la gauche italienne a perdues envers les 5 étoiles, c'est très bien. Et je crois que dans l'espace central européen, en espace en langage politique français, on pourrait définir macroniste. Là, c'est l'espace qu'on doit occuper. Vous aviez rappelé mes engagements politiques avec En Marche et en Italie. Et là, on est en train de créer. On a eu déjà un bon résultat parce qu'il y a une liste nouvelle a fait à 8% aux législatives. Il y a un espace que, disons, un mouvement réformateur, démocrate, européen, libdem, doit occuper au centre. Et c'est les projets sur lesquels Matteo Renzi, Carlo Calenda et d'autres sont en train de travailler. Et je crois que c'est pas si mal que ça, de bien avoir des identités politiques bien différentes, une identité politique très à gauche, une identité politique plus centrale, plus centriste, centrale, après, choisissez les mots que vous préférez. C'est mieux, parce que les électeurs, parce que jusqu'à maintenant, après Matteo Renzi, les partis démocrates étaient, on comprenait pas bien. En Italie, on a une expression, c'est ni viande ni poisson. C'est une expression italienne, dans le sens qu'on ne comprend pas c'était quoi l'identité. Donc, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il n'y avait pas de leader, et à l'intérieur, il y avait des contradictions surtout sur les fins de vie, sur les immigrés, sur la réforme du marché du travail. Donc maintenant c'est clair, il y a une réforme du marché du travail que nous avons introduit avec notre gouvernement qui a créé plus ou moins 1 million d'emplois et qui a réduit la précarité, est vu par la gauche de Lichline, par les démocrates, comme la cause des problèmes. Donc, vous voyez, au moins c'est clair, c'est très différent, mais je crois que d'avoir des identités claires à gauche et au centre, c'est la meilleure façon pour préparer l'alternative à l'extrême droite. Parce que, au moins, les électeurs voient bien qu'il y a des offres politiques différentes. D'ici à l'année prochaine, ça sera la compétition de tous contre tous, parce qu'on va vers les européennes. Les européens sont des élections à la proportionnelle, dans laquelle Eli Schlein, le Parti démocrate, devra travailler sur la nouvelle identité du parti, et dans laquelle aussi le nouveau mouvement au centre devra travailler sur son identité. Donc, il y aura une compétition, pas seulement avec l'extrême droite, mais aussi au centre et à gauche. Mais c'est très bien comme ça. Il faut que les deux obtiennent un bon résultat. Et après, depuis 2024-2027, on aura la possibilité d'organiser une alternative et discuter aussi d'alliance. Voilà, je crois d'avoir été très franc pour votre question. Oui, madame. Excusez-moi, j'ai un peu mal à parler, mais je voudrais quand même vous poser une question. Est-ce que l'italien s'intéresse beaucoup à la politique italienne et quel est le pourcentage en fait des gens qui vont aux élections et la partie des jeunes? Est-ce que les jeunes s'intéressent beaucoup à la politique? Est-ce qu'ils s'investissent dans la politique? Et est-ce qu'il y a
des naissances, des nouveaux petits groupes qui un jour voudraient être quelque chose. Je pose cette question parce que moi je suis des Pays-Bas. J'habite ici en France déjà depuis pas mal de temps. Et chez nous, en fait, il y a beaucoup de petits groupes qu'on voit naître. Est-ce qu'il y a aussi un phénomène comme ça en Italie ou pas? En Italie comme en France, l'abstention est en train de monter de façon inquiétante. Dernières élections législatives en Italie, si je ne me trompe pas, il y a eu une participation au vote de 67%. Pour l'Italie, c'est très bas. Et au régional, on a fait un peu comme la France. Il y a eu un 30% des électeurs qui sont allés à voter pour les élections en Lombardie et au Latium. C'était des chiffres 34%, je pense, aux élections régionales en France. Donc, évidemment, il y a un problème des citoyens qui n'y croient plus. Qui n'y croient plus parce qu'ils se sont oubliés, ils se ressentent comme des oubliés. Ils n'y croient plus parce que ils acceptent, les refrains ils sont tous pareils, ça ne change rien. Donc c'est exactement la même attitude dans l'électorat français et dans l'électorat italien. La jeunesse, ça dépend. La jeunesse, évidemment, cherche des offres nouvelles. Tout d'abord, si on reste dans les politiques pures, donc il y a pas mal de jeunes qui ont été attirés par Giorgia Meloni, comme ils étaient attirés par Matteo Salvini en 2019. Donc, je crois qu'il y aura une partie de la jeunesse qui peut se remobiliser avec la nouvelle secrétaire de la gauche italienne, du Parti démocrate, donc cette dame dont on parlait à l'instant. Et dans la liste, moi j'ai contribué, j'ai inspiré un peu cette nouvelle alliance au centre. Hein. On a même mis dans les bulletins électoraux le Renew Europe. On a même mis la référence à notre mouvement politique, notre groupe politique européen. Et là aussi, je crois qu'on était les deuxième parti en termes de vote de la jeunesse. Donc, première réponse, les jeunes qui s'intéressent à la politique, ils s'intéressent à des gens qui incarnent une possibilité de changement, de nouveautés. Et ce n'est pas vrai qu'ils ne sont pas intéressés, mais ils ont d'autres formes d'engagement. Ils ont un civisme très fort. Je crois que la jeunesse italienne, pas seulement, mais la jeunesse italienne est une jeunesse qui est très engagée sur des causes. Évidemment, le changement du climat, mais aussi la lutte contre le racisme. Ils sont très intéressés à la question des droits civils, mariage pour tous, euthanasie, fin de vie, etc. Ce sont des thèmes qui mobilisent beaucoup et ils s'engagent beaucoup dans les associations, donc pour des causes spécifiques. Donc c'est pas vrai, c'est qu'on dit oui, mais les jeunes ne s'intéressent plus à la chose publique. C'est pas vrai. Mais ils ont des formes de participation qui ne sont pas nécessairement celles traditionnelles à travers les partis politiques, la carte du parti, les militants du parti, et ils cherchent d'autres formes de mobilisation. Est-ce que je peux en rajouter une autre qui n'est peut-être pas seulement concernant l'Italie, mais qui concernera, je trouve, toute l'Europe, pour cette prochaine campagne du Parlement européen pour les élections? Comment l'Italie s'y prend? Moi, comment l'Italie va s'y prendre? Parce que je trouve qu'ici en France, j'ai travaillé pour la Commission européenne, j'ai eu ici 17 ans, donc j'ai travaillé vraiment beaucoup sur le terrain, et que ce que j'ai toujours un peu regretté, qu'on n'avait jamais vraiment la presse avec nous. On l'a eu une fois très très bien quand on a introduit l'euro. Alors là, toute la télé, presse, tout nous suivait. Mais comme vous disiez là tout à l'heure, maintenant on met effectivement un drapeau quand il y a eu au niveau régional un projet qui a vu le jour grâce à l'Europe. Je trouve que c'est très dommage qu'on n'arrive pas à inciter davantage la presse. Je ne dis pas faire notre promotion, mais on n'en parle pas assez quand l'Europe fait quelque chose. Votre frustration est la mienne,
Parce que c'est très difficile de sortir dans la presse, même en France, sur les questions européennes. Et même être publié sur les questions européennes. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir à être publié en France avec un titre qui est plus européen, on peut pas. Génération Erasmus. Mais les derniers ouvrages dans lesquels c'était un récit de mon expérience transnationale, des raisons pour lesquelles je suis ici. Je soutiens Macron depuis avant En Marche, mais bon, j'expliquais ma relation avec le président de la République, mon engagement, pourquoi les transnationales, pourquoi ici, etc. Aussi les campagnes qui ont été faites contre moi en 2019. Mais donc j'expliquais, et c'est vraiment les récits d'un Européen. Mais on m'a imposé de ne pas mettre dans le titre les mots Europe. Le titre s'appelle La cible, et sous-titre La politique est parfois injuste et violente. Ça, bon, ça va, c'était un livre. On ne voulait pas gagner les concours, hein, c'était pas conçu pour atteindre, c'est un livre de témoignages, et ce qui me permet aussi, de rappeler tous les saloperies, c'est moi qui ont fait contre moi, Salvini, une partie de la presse, les Rassemblements nationaux, la France insoumise, c'était assez moche en 2019 pour moi. Mais je ne veux pas me plaindre de 2019, je suis ici content, mais pour dire que si vous lisez les livres, c'est un livre à 70% sur l'Europe. On m'a imposé de ne pas mettre les mots Europe. C'est très facile pour moi de sortir en France avec une page entière sur les journaux du dimanche sur les fins de vie, chose que j'ai faite. Mais quand je dis on est en train de négocier quelque chose de très important. Pour la première fois au monde, on va essayer de régler la publicité politique en ligne parce que vous savez Cambridge Analytica, l'utilisation des données, la manipulation en ligne, etc. Ah ben non, pas d'espace. Conférence sur l'avenir de l'Europe. À chaque fois que je faisais des événements à l'époque, où on avait mobilisé 800 citoyens des 27 États membres qui se sont rencontrés dans plusieurs week-ends un peu partout en Europe pour discuter de l'Europe qu'ils veulent, avec les 25% entiers des jeunes de moins de 25 ans. Diversité professionnelle, générationnelle, territoriale, des genres, tout. Et avec une plateforme qui aurait pu avoir 10 millions de contacts, mais il y en a eu 300 000 personnes qui allaient sur la plateforme, mettaient les idées sur l'Europe qu'ils veulent. C'est ça qu'on a fait. Est-ce que vous avez entendu en parler dans la presse? Les parlements européens ont mis un budget où on payait même les frais de transport aux journalistes pour venir. Et moi, je ne sais pas pourquoi. Ils ne sont pas allés à voir une Estonienne, employée des banques, 30 ans. Madame, pourquoi vous êtes là? Pourquoi France 2 n'est pas allé à interroger l'Estonienne, employée des banques, qui ne savait absolument rien sur les institutions européennes, mais elle avait des idées sur son avenir pour elle, sa famille en Europe. Madame, dites-nous, pourquoi? Ils n'ont pas fait. Quand on a lancé les plans de relance européenne, après une bataille qu'on a fait nous au Parlement et les présidents de la République au Conseil énorme, tout d'abord, en France, on n'a que parlé d'Angela Merkel et pas d'Emmanuel Macron, alors que c'était Emmanuel Macron qui était à l'origine, à l'époque, même avec Conte 5 étoiles et Pedro Sánchez, du plan de relance. Bon, mystère pour moi, mais bon. Mais, secondo, à France 2, quand on a annoncé un plan de 750 milliards basé sur une dette commune européenne et une partie des ressources propres, c'est une chose que si moi je l'avais dit 6 mois, 1 mois avant les débuts de la crise du Covid, vous m'aurez pris pour un rêveur, un fou. Un fou. Parce que tout le monde disait, ça n'arrivera jamais, ça arrivera dans 30 ans. On a fait ça. Combien de fois vous avez entendu un homme ou une femme politique, il faudrait un plan de Marshall pour l'Europe? Combien de fois? Oui. Et il est là. Voilà les plans de Marshall. J'ai dû attendre 8h28 pour avoir
45 secondes d'information sur la première chaîne du service public français. Après, donc votre frustration est la mienne, parce que chacun doit faire son travail. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un, député européen, qui doit s'occuper des médias. Moi, on fait ce qu'on peut. Mais vous voyez, ça, c'est le problème. Et moi, j'étais étonné. Bon, je connais la France depuis. Je suis en France, entre la France et l'Italie, depuis l'âge de 17 ans. Hein, donc, depuis quand j'avais 17 ans. Donc, c'est pas que je ne connais pas ces pays. Ces pays, c'est les pays que j'ai choisis d'une certaine manière. Mais j'étais déçu du fait que finalement, même en France, on en parle très peu. Et si les médias grand public ne font pas leur devoir, parce que l'Union européenne, ça fait partie de la chose publique. C'est un lieu où on prend des décisions qui ont un impact sur la vie des citoyens. Et donc les services publics devraient forcément s'intéresser à l'Europe. Non, on ne les fait pas, sauf évidemment, et pas seulement, non, je ne vais pas citer parce que je ne veux pas seulement les médias qui font leur fonds de commerce sur les vrais ou faux scandales. Et vous en avez un en ligne très active en France, nous en avons au moins 3 en Italie, et d'ailleurs, c'est bizarre, c'est marrant parce qu'ils s'échangent des articles. Mais même les grands quotidiens français, évidemment, les Qatargate, première page pour des jours. C'est bien, hein, il faut en parler. Qu'il y ait 3 députés européens qui, un a avoué, d'autres disent ne pas avoir les sacs d'euros, et un, on est 705. Moi, je veux bien, mais ça, on en a parlé pour des semaines en première page dans tous les quotidiens européens. Mais Green Deal, que dalle, rien. Plan de relance, rien. Bataille sur l'état de droit, sur Orban, etc. Gel des fonds, finalement, gel des fonds à Orban parce qu'il viole l'état de droit, c'est fait, rien. Vous voyez, c'est un peu compliqué de défendre la cause européenne dans ces conditions. Oui, pardon, je reviens vers vous. Oui, bonjour, David Kahn, Fédéral Europe. Moi, je voudrais prendre un petit peu de recul et constater quand même que depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, on a une montée constante des populistes de droite et de gauche anti-européens. France, Italie, Pologne. Il n'y a qu'en Allemagne que ça se passe encore pas trop mal à cause de leur passé nazi, mais sinon, on pourrait penser qu'ils seraient dans la même situation. Et alors, si on s'interroge sur les causes, je pense que pour ce qui est de l'Italie, il y a essentiellement le problème de la contrainte financière que l'Italie doit respecter à cause du risque sur sa dette. Donc les gens ne supportent pas, ou peu à mon avis, d'avoir des commandements qui viennent de Bruxelles ou de Berlin pour leur dicter ce qu'ils doivent faire en Italie. Et donc ça provoque un rejet de l'Europe. Et cette contrainte financière, ça produit donc une absence de souveraineté. Les gens se disent, on n'est plus souverain chez nous. Comment ça se fait? C'est le cause de l'Europe. Donc, on est contre l'Europe. Et ça profite évidemment aux populistes, puisque eux, ils ont la légitimité nationale pour eux, italienne. Meloni dit, patrie, on récupère notre souveraineté. C'est pour ça que les pro-européens sont en difficulté. Alors, dans ces conditions, pourquoi ne pas aller vers une souveraineté européenne réelle, donc budgétaire, ce qui suppose un gouvernement fédéral européen, et il faudrait dans ces conditions reprendre la proposition du gouvernement allemand de créer avec un noyau de pays restreint un gouvernement fédéral au sein de l'Union européenne. Merci. Vous demandez ça au président de l'Union des fédéralistes européens, ma réponse est oui, je suis d'accord avec vous. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore majoritaire. Parce qu'on est encore une minorité à vouloir ça. Mais moi, personnellement, où je dois signer? Dites-moi où je dois signer pour votre traité. Ça doit commencer avec les gouvernements. Pardon?
Ça doit commencer avec les gouvernements, comme le gouvernement allemand, le gouvernement français, doivent se mettre d'accord pour aller dans cette direction. Alors, tout d'abord, pour moi, on pourrait faire l'Europe fédérale demain. Donc, ma réponse, vous l'avez. Dans votre analyse sur les raisons pour lesquelles l'Europe n'a plus bonne presse en Italie, je crois qu'il y a pas mal de choses à ajouter. Sans doute, la crise financière a joué beaucoup dans l'image de l'Europe en Italie, même si l'Italie n'a jamais demandé des programmes d'ajustement, n'a jamais eu accès au mécanisme européen de stabilité. Mais les contraintes financières ont amené les nationalistes italiennes à faire une campagne comme si on avait la Troïka à Rome. Et sans doute, alors qu'on ne l'avait pas, on avait Mario Monti à Rome. C'était un peu mieux que la Troïka. Mais sans doute, les erreurs qui ont été faites vis-à-vis de l'Italie, mais notamment vis-à-vis de la Grèce, ça a joué énormément dans l'image italienne et dans le retournement de l'opinion publique en Italie. Je sais que ça pose débat au mouvement européen à Paris et en France, parce que je connais un peu les positions aussi historiques, les noyaux durs, Karl Lammers et Wolfgang Schäuble, et donc ça ne va pas vous plaire ce que je vais vous dire. Mais moi, je crois que Wolfgang Schäuble a été un problème énorme pour l'intégration européenne. Énorme. Le Wolfgang Schäuble, ministre qui a géré la crise grecque et qui faisait des interviews ubuesques à la presse italienne, a confirmé tous les pires préjugés qu'on peut avoir en Italie sur l'Allemagne. Je préfère le Wolfgang Schäuble, président du Bundestag. Là. Mais en tant que ministre, cette période-là, c'était catastrophique. Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, évidemment, sentiment anti-Merkel, anti-Schäuble, que l'Italie a emporté un peu, plus que à cause de la crise en Italie, à cause de l'image que ça donnait, notamment en Grèce. Ça, pour parler de l'opinion publique. Hein. Après, je ne parle pas de la réalité, mais on parle de la perception. Vous avez parlé de la perception de l'opinion publique. Et après, crise migratoire et absence de l'Union européenne dans la Méditerranée. Et ça c'était les tournants. Parce que les Italiens se sont dit, mais alors, à quoi ça sert cette Europe? Parce que sous la crise financière, elle nous demande des contraintes énormes, elle maltraite, elle humilie la Grèce, elle nous a imposé des réformes, nous a imposé la situation liée aussi à la zone euro, à la nécessité de garder la stabilité de la zone euro, a poussé l'Italie à faire des réformes et une politique d'austérité très dure à l'époque de Mario Monti. Et après, quand on a besoin de l'Europe pour la migration, aucune solidarité, absence de l'Union européenne. Et ça, c'est les tournants. Les tournants et les basculements dans cette période, une majorité de l'opinion publique italienne dans une attitude plus ou moins pro-européenne, parfois même de façon superficielle, sans trop s'interroger, mais pro-européenne, à une majorité qui arrivait à frôler même les 68-70% d'Italiens qui disaient qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'Union européenne. Ça a été cette période-là. Contraintes financières, assainissement très dur des finances publiques et de Mario Monti. Donc, l'Europe nous demande énormément de choses, énormément d'efforts. Et après, absence de l'Europe du moment où elle devait être là sur la migration. Et j'en sais bien parce que c'était la période où j'étais au gouvernement et on voyait qu'on préparait, les hésitations de nos partenaires préparaient les tapis rouges à Matteo Salvini et à l'extrême droite. Et donc, aujourd'hui, on a fait pas mal de dégâts et on doit travailler pour reprendre un peu, inverser un peu la donne.
Mais les incohérences de Meloni et ce qu'elle est obligée de faire aujourd'hui, ça nous aide. Meloni, c'est quelqu'un qui, comme je disais en 2016, en 2017, 2018, disait qu'elle voulait sortir de la zone euro. Aujourd'hui, sa politique budgétaire est exactement celle que Mario Draghi lui a laissée en héritage. Un peu différent. Donc, vous voyez, ça, et c'est une incohérence qui est une bonne nouvelle pour l'Italie et pour la zone euro, mais sur laquelle nous devons travailler pour montrer, vous voyez, les mensonges des nationalistes ne peuvent pas être tenus une fois qu'ils sont au pouvoir. Donc, maintenant, c'est ça. Mais moi, je ne me fais pas d'illusions. D'après moi, elle va rester au gouvernement 5 ans. Il y a d'autres, même des alliés politiques que j'ai en Italie qui pensent qu'il pourrait y avoir une grosse secousse, sinon une crise, si lors des élections européennes, si les choses ne vont pas bien, soit pour elle, soit pour Salvini Berlusconi. Moi, j'y crois un peu moins. Après, j'espère de me tromper. Mais d'ici à 2027, on a le temps pour construire un discours qui est aussi une dénonciation de tous les mensonges et les incohérences des nationalistes pour aller au pouvoir et les différences entre la campagne électorale et leur espérance de gouvernement, parce que c'est énorme. Ah oui, le micro est à l'avant. Ce n'est pas une question, c'est juste une position. Italie, Europe, Ukraine. Oui. Bah, là aussi, les problèmes Italie, Europe, Ukraine. Italie, Ukraine, les problèmes, Giorgia Meloni n'est pas un problème. Parce que Giorgia Meloni, elle est habile, pas du tout idiote, hein. C'est pas parce qu'elle est extrémiste qu'on doit la considérer une idiote. Elle sait que l'Italie ne peut pas se permettre à la fois d'être en tension avec Macron, avec la France, en situation de méfiance polie avec l'Allemagne et ne pas avoir une relation forte avec les États-Unis. Les trois ensemble ne vont pas. Donc, elle a fait un choix. Le choix, c'est de faire le tour d'Europe avant de venir à Paris. C'est déjà un choix. Elle ne veut pas avoir une relation spéciale avec la France. Ceci ne veut pas dire que les ministres ne travaillent pas ensemble, je l'ai dit dans mon introduction. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas parce qu'autour d'elle, il y a des gens qui sont farouchement anti-français, même s'ils ont étudié au lycée Chateaubriand, même s'ils ont vécu à Metz, parce qu'il y a un ministre qui était le fils d'un consul italien, ils sont farouchement anti-français. La raison pour laquelle Giorgia Meloni, avec certains de son gouvernement, il y a un type qui s'appelle Fazzolari, qui est secrétaire d'État au Palais Chigi, voulait mettre des choix de la nationalité italienne, tenez-vous bien, mettre des choix de la nationalité italienne, parce que j'étais candidat en France, alors que votre président a rappelé que j'ai exercé un droit constitutionnel inscrit dans les traités. Vous dit pourquoi? Parce que le fait que, donc, en plus de la liste de Macron, il déteste. Donc, il y aura une relation des raisons, parce que Italiens et Français doivent continuer à travailler, mais elle a fait un choix de ne pas avoir une relation spéciale avec Macron. Elle a une relation de méfiance polie avec l'Allemagne, donc elle a besoin des États-Unis. Les États-Unis sont très pragmatiques. Elle est une trumpiste. J'ai dit, elle avait Steve Bannon comme modèle, mais l'Italie, c'est un pays important pour l'OTAN. Et donc, pour Joe Biden, c'est très bien que l'Italie s'inscrit exactement dans la ligne souhaitée par les Américains. Et Giorgia Meloni avait besoin de montrer ça sur l'Ukraine, elle l'a fait. Et de ce point de vue, elle a bien fait. Elle a bien fait parce que la position sur l'Ukraine de l'Italie de Mario Draghi et Giorgia Meloni est la même. Fort soutien à Zelensky, fort soutien à l'Ukraine, travail très, très engagé au niveau de l'OTAN, armes, assistance. Mais donc, de ce point de vue, rien n'a changé. Elle est allée à voir Zelensky il y a 3 semaines ou un mois.
Ça l'aide à avoir une bonne relation avec les États-Unis. Les problèmes, ce n'est pas Giorgia Meloni, les problèmes sont les alliés de Giorgia Meloni. Parce que Matteo Salvini, la Lega, comme le Rassemblement national du reste, je crois, mais la Lega a, comme d'autres partis, en tout cas européens, avait signé même un accord formel de coopération avec les partis de la Russie unie de Poutine. Salvini s'est baladé avec les t-shirts avec Poutine. Il y a des selfies de Salvini dans la place rouge avec les t-shirts de Poutine. Je suis rentré à Matignon pour la période avant de rentrer au Parlement. Matteo Salvini m'a attaqué en disant Gozzi rentre dans le gouvernement français, c'est comme si moi j'allais travailler avec Poutine. Donc, vous voyez, il a dit, tout ça c'est vérifiable. On est dans l'époque des réseaux sociaux. Toutes les choses que je vous ai dit, vous pouvez les vérifier en temps réel. Donc Salvini, c'est quelqu'un qui est un poids, est un problème pour Giorgia Meloni. En plus, il lui en vaut beaucoup parce que Giorgia Meloni a siphonné une bonne partie des voix de Salvini, donc il y a une concurrence interne très forte. Et puis, Silvio Berlusconi, il est l'ami, l'allié, le partenaire de Poutine. Il continue à avoir des contacts avec Poutine. Il a dit que finalement, ce que Poutine voulait faire avec l'agression de Kiev, c'était de mettre des gens raisonnables au gouvernement à la place de Zelensky. Donc, le problème pour Giorgia Meloni, ce n'est pas son choix, qui est le bon choix, c'est le choix et la position de ses alliés qui sont totalement poutiniens. Bonjour. Moi, j'avais une question pragmatique. Je pense que on s'inquiétait de savoir comment Mme Meloni se comporterait vis-à-vis de l'Europe. Visiblement, elle essaye d'être, je dirais, fréquentable. Est-ce qu'elle n'aurait pas intérêt, justement, pour pas se faire engouffrer, parce que quand je vois qu'elle a Salvini d'un côté, Berlusconi de l'autre, un jour elle va se faire manger entre les deux, et faire de la bravade, c'est pas comme ça qu'elle avancera. Est-ce qu'elle peut pas prendre une dimension au-dessus qui lui soit propre et qui consisterait à prendre piloter, je dirais, un groupe de travail sur justement l'immigration, profitant que c'est pas un sujet trop flambant en ce moment, puisque chacun a un peu ses soucis après Covid, énergie, etc. Et le faire avec l'Espagne, la Grèce, enfin piloter quelque chose comme ça et au niveau européen. Et je suis sûre que quelqu'un comme Charles Michel serait le premier à essayer de construire ça. Pour qu'elle sorte un peu de l'intramuros italien, elle va finir par se faire. Enfin, son premier souci, ça sera attention à l'un, attention à l'autre, attention à ce que je dis. Ça va pas tenir bien longtemps. En prenant une dimension supérieure dans un contexte qui existe, et parce que personne, pour l'instant, n'est leader dans ce domaine. Et ça la permettrait également de se dédouaner de Orban, qui ferait bien le pilote dans l'avion de tout ça. Je la verrais bien reprendre un peu de l'élan, et je pense que le sujet, qui est pas facile, donc personne lui donnera de leçons particulières. Je suis à peu près sûr que certains pays seront les premiers à faire part de l'expérience. Il y a peut-être quelque chose à jouer là, à ce niveau, pour qu'elle reprenne une dimension qui la sorte un peu du quotidien intramuros, où je sens que ça va pas être suffisant. Je suis assez sceptique. Alors, évidemment, maintenant, chaque fois qu'il y a une crise migratoire, etc., Giorgia Meloni invoque l'Union européenne. Elle a écrit après la tragédie de Cutro, là en Calabre, il y a 10 jours, une longue lettre à Ursula von der Leyen pour demander des aides européennes, etc. Mais d'après moi, elle ne pourra jamais être leader dans une politique européenne de la migration pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle a une approche uniquement sécuritaire. Donc, frontière, et
pays d'origine avec des choses caricaturales comme l'autre, un vice-président de la Chambre qui dit mais ils ont tous des portables, donc il faut leur envoyer des messages que les voyages dans la mer c'est très risqué. Ah bon, très bien. Donc, si tu envoies un message en disant vous avez des risques, chers migrants, chers réfugiés, restez en Afghanistan, restez en Iran, parce que vous savez, on vous a envoyé un WhatsApp qui dit que la traversée. Donc, vous voyez qu'ils sont victimes, énormément victimes de leur populisme, de leur propagande, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais, et elle est uniquement axée sur les sécuritaires, donc sur la fermeture des frontières. Elle a fait campagne en parlant des blocs navals. C'était un peu une évolution un peu plus civilisée les débats qu'elle avait fait avec moi. Avec moi, il disait qu'il fallait laisser noyer. Maintenant, il fallait les bloquer. Il faut faire un bloc naval dans la Méditerranée. Maintenant, il n'en parle pas. Elle dit, faisons avec la Libye ce que l'Allemagne a convaincu l'Europe à faire avec la Turquie. Sauf que tout d'abord, c'est un accord qui s'est prêt à débat. Et secondo, la Turquie, qui a beaucoup de défauts, au moins la Turquie d'Erdogan, c'est un État très solide. La Libye, c'est failed state, un État raté, un État... Et c'est impossible de pouvoir faire quoi que ce soit avec les Libyens parce qu'il n'y a pas un État libyen. Hein. Et les raisons, je ne veux pas ouvrir le débat sur les raisons pour lesquelles on se trouve dans cette dimension, cette situation, mais on est là. Donc, ça c'est la première raison, c'est qu'elle n'a pas cette approche, disons, elle n'insiste pas sur tous les aspects de la migration comme quelqu'un qui voudrait avoir la leadership, comme vous dites justement, hein, devrait avoir. Parce qu'évidemment, ça c'est pas seulement une question des frontières, c'est une question des frontières, mais pas seulement des frontières. Le secondo, c'est que pour faire cela, il faut choisir les bons alliés. Et les bons alliés, pour cela, ne sont pas les alliés actuels de Giorgia Meloni. Parce que les pays qui n'ont pas intérêt à développer une véritable politique d'asile et d'immigration commune, efficace, opérationnelle européenne, sont les alliés de Giorgia Meloni. Les Polonais, Viktor Orban, même les gouvernements tchèques qui nous avaient donné l'illusion, et moi j'étais tombé aussi dans cette illusion qu'ils pouvaient essayer de trouver quelque part en avance pendant sur leur présidence. Ça s'est passé très peu. Et elle est en tension permanente avec les pays qui sont les pays clés pour essayer de trouver une solution globale. Encore une fois, France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Portugal, Espagne, au moins autant que l'Espagne, c'est Pedro Sánchez. Donc, pour faire cela, il faut les allier. Et puis, pour développer ça, c'est possible de dire on est en désaccord total sur les relations bilatérales, sur les traités du Quirinal, mais on travaille ensemble. Oui, c'est possible, mais vous comprenez que s'il n'y a pas une confiance mutuelle entre les leaders, comment veux-tu assumer un leadership? Donc, à ce stade, je ne vois pas ça. En théorie, ça serait souhaitable, absolument souhaitable, parce qu'elle serait, si elle utilisait mieux sa relation avec les Hongrois, les Polonais, les Tchèques, ou l'extrême droite suédoise, qui est aussi les démocrates sont dans son parti, elle serait, en principe, dans la mesure de dire, mais je me mets au milieu, hein, entre d'un côté Benelux, France, Allemagne, de l'autre côté les groupes, ce qui reste du groupe Visegrad, et je cherche une voie moyenne sur un thème. Si moi j'étais son conseiller, je lui conseillerais de faire exactement ça. Mais ce n'est pas ça qui se passe en ce moment. Oui, bonsoir. Donc moi, ma question, c'est plutôt en deux parties. Donc d'abord, la première chose, c'est qu'effectivement, vous avez évoqué les relations franco-italiennes, notamment entre Giorgia Meloni et, par exemple, même le gouvernement Macron, et le fait qu'effectivement, il y a une partie assez opposée à Emmanuel Macron. Mais paradoxalement, en tout cas depuis notamment le traité de Quirinal... Votre micro parce que pardon, vous m'entendez un peu mieux ou pas? Oui, je vais parler plus lentement. Oui, je pensais... Oui, donc je disais que vous parliez justement des relations franco-italiennes,
Et notamment même avant de ça, par exemple, qu'il y avait une certaine hostilité dans le gouvernement actuel italien à la France, mais en tout cas une impression que j'ai de manière plus générale, c'est que par exemple, notamment avec récemment le traité de Quirinal et depuis plusieurs années, et même avec l'hostilité du gouvernement de Giorgia Meloni, c'est que paradoxalement, j'ai l'impression qu'avec l'Italie, on a plus de points communs et on avance entre même presque plus rapidement avec l'Italie qu'avec ce qui était supposé être notre partenaire naturel, qui était l'Allemagne. Donc, est-ce que vous pensez que peut-être sur le long terme, on pourrait être, au lieu d'avoir plutôt un couple très fort franco-allemand, que peut-être, vu qu'on a des grosses tensions entre la France et l'Allemagne, peut-être avoir développé sur le plus long terme avec l'Italie des relations comme on a pu avoir avec l'Allemagne, et puis dans une partie justement dans cette continuité de ce partenariat justement plus rapproché entre la France et l'Italie, est-ce que vous pensez qu'on pourrait peut-être un jour créer un bloc latin, justement, entre, par exemple, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la France? Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Moi, je crois que les grands projets européens et celles du passé, j'ai rappelé dans mes propos introductifs De Gasperi, Schuman, Adenauer, et c'est de l'avenir, doivent se baser, hein, pas être une exclusivité, mais doivent se baser sur un trépied politique, historique, culturel, économique. Et ce trépied, d'après moi, c'est France, Allemagne, Italie. Trépied, je dis bien trépied parce qu'un trépied, c'est quelque chose qui donne de la stabilité et sur lequel on peut construire de façon ouverte. C'est là que je la préfère à d'autres notions qui sont plus fermées. Donc, de ce point de vue, je ne crois pas qu'on doive choisir. On doit travailler entre les trois de façon ouverte à tous ceux qui souhaitent rejoindre des projets, qu'ils soient l'Espagne, le Benelux, la Grèce, etc. Mais il y a, disons, il y a une grande complémentarité entre ces trois pays. La relation franco-allemande, ce n'est pas du tout naturel. Elle est des raisons. Elle est le fruit d'un choix historique fondamental et positif que les Français et les Allemands ont fait. Mais je peux vous assurer, pour l'avoir vécu aussi de l'intérieur, de mon expérience à Paris, ce n'est pas du tout naturel. Ça demande un travail quotidien. C'est un travail quotidien qui est possible et qui est facilité par tous les mécanismes qu'on a mis en place depuis 1963, avec les traités de l'Élysée, après les traités d'Aix-la-Chapelle. Des mécanismes qui ont rapproché les deux peuples, qui ont introduit un réflexe et une méthode de coopération entre les deux administrations, qui ont poussé à amener des projets ensemble et qui permettent aux Français, aux Allemands de résoudre leurs différends en amont sans les rendre publics, au lieu de les résoudre en aval, après, ont été rendus publics. C'est exactement ce qui a manqué dans la relation entre la France et l'Italie. Parce que France et Italie, qui là, naturellement, sont beaucoup plus proches, au niveau culturel, pour d'autres aspects, naturellement sont plus proches, mais ils n'ont jamais créé un mécanisme qui puisse rendre cette affinité projet politique, coopération administrative, coopération politique, projet commun. C'est la raison pour laquelle, en 2017, et c'est une proposition que nous a fait Emmanuel Macron, et moi j'étais au gouvernement avec Gentiloni, mais au sommet franco-italien, 29 septembre 2017, c'était le lendemain du discours de la Sorbonne, du moment où le président de la République française propose, vu les affinités, et pas seulement parce qu'on se connaissait bien, mais vu les affinités politiques que les gouvernements Gentiloni, dont je faisais partie, et le gouvernement Macron avaient, mais vu aussi une analyse qui est celle que je viens de vous faire, il propose créons un traité spécial entre France et Italie. Et on l'appelait traité du Quirinal parce que dans la conférence de presse, pour faire comprendre notamment
à la presse française de quoi parlait-on. Traité de l'Élysée, traité du Quirinal. Après, en Italie, c'est pas les présidents de la République qui signent les traités internationaux, mais on a gardé ces noms, qui nous a permis en plus de tenir Sergio Mattarella dans le jeu, et c'était très important. La suite nous a démontré que c'était très important. Et donc, on a lancé ça. La première réunion des négociations du groupe du Quirinal a été lancée le 16 février 2018 par moi et Nathalie Loiseau, qui à l'époque était la ministre du gouvernement français. Et on avait commencé à travailler pour construire pas la même chose, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, mais une méthode équivalente de coopération structurée, spéciale, entre France et Italie avec les traités du Quirinal. Avec l'arrivée au pouvoir des nationalistes Lega 5 étoiles, gèle, totalement gelé. Les groupes de travail ne se réunissaient plus, totalement gelé. Et avec le deuxième gouvernement des comptes dans lequel il avait abandonné l'alliance avec la Lega et on a fait les gouvernements Parti démocrate, centriste, etc. On a poussé, et moi j'étais parmi ceux qui ont poussé sur compte, maintenant tu réactives les négociations et les dialogues avec les Français, avec Macron pour reprendre les travaux pour arriver à un traité du Quirinal. Mais finalement, la personne qui a donné les coups d'accélérateur, c'était Mario Draghi. Parce que l'entente politique, intellectuelle et personnelle entre Emmanuel et Mario Draghi, c'était unique. Unique. Et donc, cette entente nous a permis d'accélérer et d'arriver à la signature du traité du Quirinal. Moi, j'ai eu l'honneur d'être à Rome, à accompagner les présidents de la République française pour ça. Malheureusement, quelques mois après, Giorgia Meloni arrive au pouvoir. Et Giorgia Meloni arrive au pouvoir, et vous savez, il faut savoir que Giorgia Meloni et son parti, c'était le seul parti dans le Parlement italien qui a voté contre les traités du Quirinal. Parce que les traités du Quirinal, c'est Emmanuel Macron c'est l'ennemi. Parce que les traités du Quirinal, c'est un autre acte de la colonisation française de l'Italie. Je ne sais pas où elle voit la colonisation française de l'Italie, mais en plus, mais ça c'est pour ces pauvres traités avaient les torts d'avoir été négociés par Sandro Godi, donc forcément ça devait être mauvais. C'est aux actes parlementaires. Hein. C'est aux actes parlementaires. Donc, elle arrive, elle dit... je n'ai pas encore la première question qu'on lui pose en conférence de presse, du moment où rien ne s'est passé sur le traité du Quirinal. Elle dit, je dois encore les lire. Elle dit, mais vous avez été contraire, donc vous avez voté contre sans les lire. Non, je dois encore les lire, c'est pas une priorité. Après, il est clair que ce qui s'est passé avec le Haut-Chanval qui n'a pas aidé. Maintenant, moi je crois qu'on doit quand même tout faire pour que, au moins au niveau des administrations, des ministres, etc., on commence à les mettre en œuvre. Et en partie, on commence, hein, parce que les Quai d'Orsay et la Farnesina font de plus en plus de réunions ensemble. Je vous rappelais les ministres qui se sont rencontrés, c'était dans le cadre des groupes de travail et des forums qu'on a créés avec les traités. Donc, il faut les garder en vie dans cette période. Il est clair que sans une relation forte entre Macron et Meloni, ne pourra jamais décoller, mais c'est important de l'avoir parce que c'est sur cette base qu'on peut construire une relation spéciale avec une dimension très européenne, parce que c'est un traité que, par rapport même à l'Élysée, c'est beaucoup plus européen, et parce que c'est un instrument pour faire ce que vous souhaitez, mais pas une relation qui doit remplacer la relation de la France avec l'Allemagne, et pas une relation qui doit empêcher l'Italie de retrouver une bonne relation avec l'Allemagne, mais une complémentarité, disons un réseau de relations spéciales qui facilite la coopération bilatérale sur un projet européen partagé. C'est à ça que doit servir ces traités, comme le traité de Barcelone, que la France a signé récemment avec l'Espagne.
J'ai une question en ce qui concerne l'Ukraine. Est-ce que l'Europe, aux yeux des Italiens, sort grandie de la crise ukrainienne? C'est une première question qui est assez générale. La deuxième, c'est que vous avez dit tout à l'heure que l'Italie est la deuxième puissance industrielle en Europe. Est-ce que, rappelez-nous si l'Italie a livré du matériel militaire en Ukraine? Je pense à Leonardo, avec laquelle j'ai travaillé pendant de nombreuses années en tant que partenaire. Et si l'Italie a la capacité de livrer du matériel militaire. Oui, alors, l'Italie, c'est les pays dans lesquels l'opinion publique est peut-être la plus partagée sur la guerre en Ukraine. Parce que c'est les pays dans lesquels l'action de désinformation russe a été une des plus intenses et plus efficaces. Donc, ça fait plusieurs années que les Russes sont bien présents avec des faux quotidiens en ligne, avec des relations très fortes, je ne sais pas si même financières, avec pas mal de journalistes, professeurs d'université, etc. Donc, quand les conflits ont éclaté après, vous entendez dans les débats, notamment télévisés italiens, les talk shows, les débats politiques du soir, en plateau, les éléments du langage du Kremlin. Pas tous, mais ils étaient bien présents. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle l'opinion publique en Italie est plutôt partagée, avec une majorité qui soutient l'aide à l'Ukraine et qui soutient l'action avant de Mario Draghi et maintenant de Giorgia Meloni, et qui soutient aussi la livraison des armes. Et l'Italie, oui, livre des armes. Et d'ailleurs, la dernière rencontre qu'il y a eu entre Sébastien Lecornu et Guido Crosetto dans le domaine de la défense, c'était justement pour se mettre d'accord pour la livraison de certains matériels militaires, des productions italo-françaises à l'Ukraine. Et d'ailleurs, ça, c'était dans le cadre du traité d'Ukraine. Comme je disais, au niveau ministériel, un peu les choses bougent. Mais la première raison, donc, c'est la très forte désinformation russe. La deuxième, c'est un mouvement, disons, soi-disant, qui se définit pacifiste. Après, ils se définissent comme ça. Mouvement pacifiste de l'extrême gauche et d'une partie du mouvement catholique en Italie, qui sont traditionnellement et toujours très contre toute forme d'intervention militaire. Donc, ce mélange entre des informations russes, une partie des forces politiques qui sont pro-Poutine, Salvini, Berlusconi, et un peu de 5 étoiles et un peu d'extrême gauche. Et une attitude traditionnelle. L'extrême gauche aussi, l'extrême gauche et le mouvement catholique contre la guerre, ça a pas mal divisé les pays. Sans doute, l'Europe est perçue comme un acteur qui est, pour la majorité des Italiens, du bon côté, mais là aussi, on voudrait que ça aille beaucoup plus vite. Après, il y a des contradictions, parce que, par exemple, même les mouvements de Giorgia Meloni voudraient que l'Europe soit plus rapide, par exemple, dans certaines sanctions. Sauf que quand on dit, est-ce qu'on va réformer l'Union européenne et on élimine les droits de veto, ils disent non, les droits de veto, ça garantit la souveraineté nationale dans l'Europe confédérale. Donc, ils sont un peu en contradiction, si vous voulez, parce qu'il y a une raison pour laquelle on traîne avec les sanctions, comme vous savez, c'est parce qu'on les décide à l'unanimité. Mais, donc, j'ai du mal à vous répondre de façon tranchée, parce qu'il y a pas mal d'aspects à considérer, mais c'est un débat sérieux. Il y a pas mal d'Italiens qui pensent qu'on ne devrait pas aider l'Ukraine, parce que c'est la seule façon d'arrêter les conflits. Sauf que donc, les pays est très, très divisé,
mais ceux qui sont favorables au soutien à l'Ukraine apprécient aussi les rôles joués par l'Union européenne, mais souhaiteraient que ça aille beaucoup plus vite. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous voudraient poser encore une question ou deux, parce que nous arriverons au terme de cette passionnante conférence. Quel est son avenir? Quel est l'avenir de Mario Draghi? Je ne sais pas, parce qu'il a dit qu'il est assez adulte pour penser lui à son avenir, donc il ne veut pas qu'on parle de son avenir. Il y pense lui-même. Il n'a pas besoin de nous. Son avenir. Non, parce qu'on parle de lui comme secrétaire général de l'OTAN, président du Conseil européen, on parle de lui pour pas mal de choses, donc je pensais que vous m'avez posé la question sur son avenir, son avis. Il faut le lui demander. Il faut le lui demander. Il a été très institutionnel dans les passages entre lui et Giorgia Meloni. Et je crois que parfois, il en a fait un peu trop à présenter les nouveaux gouvernements comme un gouvernement de centre droit. Il n'y a rien de centre, il y a peu de droite et il y a beaucoup d'extrêmes. Mais bon, dans sa rigueur institutionnelle, il a été très, disons, généreux dans ses présentations de Giorgia Meloni. Une dernière question. Est-ce que vous êtes favorable à un changement de la loi électorale pour l'Union aux prochaines élections européennes? C'est mon cheval de bataille. Et je suis en train de travailler même maintenant parce que je suis rapporteur sur la redistribution des sièges, parce qu'à chaque élection, on doit vérifier la démographie. Et ce que j'ai fait, c'est comme nous avons adopté une nouvelle loi électorale européenne qui a introduit la possibilité de voter directement les partis politiques européens, c'est les fameux débats sur les listes nationales, qui a introduit des innovations du point de vue de la technologie, du vote numérique, dans la possibilité de voter à 16 ans pour les États qui le souhaitent, renforce l'égalité des genres. Bon, il y a pas mal d'innovations et pas seulement les listes nationales, sauf que le Conseil a totalement ignoré la proposition du Parlement, alors que c'est un des rares cas dans lesquels nous avons un pouvoir d'initiative législative spéciale. Et ce que je suis en train de faire exactement dans ces jours, dans ces semaines, c'est d'essayer d'obliger les conseils à faire son travail, parce que c'est inacceptable pour la démocratie européenne que sur une loi électorale européenne, le Parlement européen exerce son droit d'initiative et que les conseils, même pas décident de rejeter, ignorent. C'est inacceptable. Je me demande même, et je vais le mettre dans les rapports, je me demande même si on ne frôle pas la violation du principe des coopérations loyales. Mais sans doute, je suis en train de tout faire pour essayer d'avoir l'approbation de la loi électorale européenne. Le temps est très serré, mais je me bats et je vais continuer à me battre. Parce que vous savez que ça fait beaucoup de mal quand on discute avec des citoyens. Ils savent très bien que le Parlement avait soumis une proposition il y a 1 an. Et ils savent très bien que les gouvernements ou que le Conseil n'y a pas répondu. Et ça, je pense que c'est un très grand handicap pour pouvoir expliquer les évolutions futures de l'Europe. C'est qu'on n'écoute pas, si on n'écoute pas le Parlement, on ne voit pas comment la démocratie pourrait sortir gagnante. Non, c'est une faute majeure. C'est une faute de myopie, c'est une faute d'arrogance, c'est une faute des réflexes pavloviens des diplomates qui n'arrivent pas à intégrer le fait que le Parlement européen est fondamental avec tous ses défauts pour l'avenir de l'Union européenne. Et donc, il n'y a même pas eu de discussion au niveau des ministres. C'est les groupes de travail et ils font des tours de table
font des petits déjeuners avec les rapporteurs du Parlement européen, ok, je dis arrête avec tes petits déjeuners, parce que tu es en train de les aider, arrête. Il faut qu'on demande le début d'une négociation formelle, que les conseils formellement examinent les projets du Parlement, qui les modifient, etc., et qui formellement les rejettent, mais qui s'assument la responsabilité au niveau politique. Moi, je ne peux pas accepter qu'un premier secrétaire de délégation rejette la loi électorale sur laquelle moi, élu dans les cas d'espèce ici en France, je travaillais. Parce que si moi, en tant qu'ancien diplomate, j'ai dit, moi j'ai une légitimité démocratique et tu n'as pas, mon cher. Donc, fais-les monter au niveau des ministres et laisse ton ministre ou ta ministre décider si ils veulent aller dans la direction d'une véritable démocratie transnationale européenne ou ils veulent rester dans une démocratie formelle qui est plutôt une fiction et dans laquelle on parle des candidats tête de liste, on fait semblant d'élire les présidents de la Commission européenne, mais qui savait ceux qui ont voté, je ne sais pas, les républicains ou les partis socialistes en France, est-ce qu'ils savaient qu'ils votaient Manfred Weber ou Franz Timmermans? Arrêtons avec les fictions. Arrêtons avec les fictions. Si on veut créer un lien émotionnel entre les citoyens et l'Europe, avec tous les défauts, la seule façon, c'est de créer un lien politique. Et le lien politique, c'est de pouvoir établir un lien direct avec des partis politiques européens, de les construire, ces partis, jusqu'à quand on ne les vote pas directement. Comment vous voulez les construire? Et du moment où vous votez pour un Parlement européen qui présente une loi électorale et il est ignoré par les fonctionnaires et les diplomates au Conseil, quelle motivation on donne la prochaine fois à nos citoyens d'aller voter pour le Parlement européen, d'aller voter aux élections européennes? Donc, je compte sur vous aussi pour mettre la pression aussi en France. Nous, on va le faire, on va le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.